Donc merci à Gérard pour cette invitation. Je suis très honoré d'être ici pour faire cet exposé et très content aussi de témoigner de l'importance qu'a eu STRL d'abord, puis les langages synchrones, donc flotte de données et flotte de contrôle, chez Dassault pour le développement des logiciels critiques, principalement commande de vol, mais plus seulement commande de vol. Maintenant, c'est ça que je vais vous raconter un petit peu en une demi-heure, ça. 1 heure. 1 heure? Oui. Ah, d'accord. Bon, OK. Oui, mais je pensais qu'il y avait un temps question. Enfin, non, on ne préserve pas de temps pour les questions. Si tu as 3 quarts d'heure, c'est bien. D'accord. J'ai intitulé cet exposé Modélisation synchrone des logiciels et systèmes d'avionique. Initialement, je pensais parler pas mal de modélisation de systèmes et d'expliquer un peu pourquoi le modèle synchrone qui a été conçu pour du logiciel pouvait avoir aussi, enfin a aussi un sens pour la modélisation de système, mais aujourd'hui, en fait, je vais surtout parler de logiciels et on pourra éventuellement discuter un peu de la partie système. Mais je vais commencer par vous donner un aperçu de ce que veut dire système d'avionique. Avionique, c'est avion plus le hic de informatique. Donc c'est l'informatique qui est dans les avions et on a en gros 3 mondes en interaction. Le monde extérieur, qui est générateur d'événements, en particulier les autres avions qui communiquent avec l'avion dans lequel est le pilote, le contrôle aérien, les aéroports. Le monde interne, qui est ici représenté par une espèce d'écorché qui est une maquette numérique de ce qu'on appelle les systèmes avions. Donc c'est l'eau, le gaz, l'électricité, l'oxygène, le freinage, les commandes de vol. Et puis le pilote et son cockpit qui fait l'interaction et qui donc va avoir plein d'événements qui vont surgir de tous les systèmes, par exemple les événements de panne, surgir à l'extérieur, ou qu'il va injecter lui-même à travers des commandes sur tous ces claviers qui sont essentiellement virtuels maintenant, puisque c'est des grands écrans. Alors, ils ne sont pas encore complètement tactiles, mais enfin, on a des grands écrans, et puis on est déjà en souris et interaction sur étiquette. Voilà. Toujours pour donner une idée de ce qu'on appelle les systèmes avions. Alors l'avionique, ça recoupe trois familles de systèmes usuellement. On distingue les commandes de vol qui assurent la stabilisation de l'avion et le pilotage court terme. Les systèmes avions, donc là j'en montre 2, donc par exemple l'hydraulique et l'électricité. C'est en fait, une fois vu en 3D, c'est beaucoup de tuyaux, beaucoup de fils dans tous les sens, et c'est de la physique. C'est de la physique qu'il faut contrôler, donc qu'on surveille et qu'on commande. Et puis la troisième classe de systèmes, c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion de mission. En fait, c'est ça qui intéresse le pilote au premier abord. Donc, si on est dans un avion d'affaires, puisqu'on fabrique 2 types d'avions, des avions d'affaires et des avions d'armes. Pour les avions d'affaires, c'est en gros la gestion du vol, où je veux aller, gérer mon carburant, mes approches, etc. Et puis, côté militaire, là, on a une plus grande diversité de missions, qu'elles soient de reconnaissance, de pénétration, etc. Bon, voilà la liste des systèmes avions. Je ne vais pas la détailler, mais il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre de critiques. Typiquement, le carburant, c'est critique. Le freinage, c'est critique. Il n'y a pas que les commandes de vol. Les commandes de vol sont absolument essentielles et ce qui a fait qu'on s'est intéressé à STRL à partir des années 90, c'est que justement, on développait nous-mêmes les logiciels de commande de vol. Mais il y a aussi un certain nombre de logiciels dits rouges dans cette liste. L'oxygène, par exemple, pour les passagers, ça peut devenir critique. Voilà. Alors, ce que je voudrais, dans cet exposé, je voudrais vous faire sentir, je vais beaucoup m'appuyer sur ce qui a été exposé précédemment, je vais vous faire sentir pourquoi les langages synchrones, ça a été une
une rupture et poussé par une nécessité. Donc pour expliquer pourquoi ça a été poussé par une nécessité, il faut remettre en perspective l'évolution des architectures des systèmes au cours du temps. Donc je dirais la préhistoire des systèmes d'avionique, c'est en gros les années 70, où juste derrière le radar, on a commencé à mettre quelques écrans pour voir ce qui se passe. On a eu un poste de radio, on a eu quelques équipements. On avait des commandes de vol mécaniques qui vivaient leur vie, c'est ce système-là ici qui est là au centre. Et puis il y avait le moteur qui vivait sa vie aussi dans son coin. Bon, à la limite, il n'y avait pas de système. Le système a commencé à apparaître dans les années 80, et tout à l'heure on considère que le premier avion premier avion français, j'entends, qui a eu un système vraiment intégré, donc dans les années 80, c'est le Mirage F1. Là, on a commencé à faire ce qu'on appelle des architectures fédérées, où on a des ressources donc, de calcul qui connectent par des bus, c'est ce que représente ces traits rouges ici. J'ai perdu la souris, c'est pas grave. Qui connectent des ressources. Donc c'est soit des capteurs, j'ai un pointeur, ah oui, ce serait très bien, merci. Voilà. Donc on connecte des ressources, donc des capteurs ou des actionneurs, typiquement un écran tactile, c'est à la fois un capteur, ça prend des appuis, et puis un actionneur, ça affiche des contenus. Bon. Donc, dans les années 80, on a commencé à avoir d'une part un système fédéré ici pour la partie gestion de la mission, et puis on a commencé à récupérer en fait des paramètres que les commandes de vol étaient seules à avoir, typiquement de l'anémométrie. Et voilà, comme ici, pour certaines fonctions de la gestion de la mission, c'était intéressant d'avoir ces paramètres, on a commencé à tirer un fil. Et puis dans les années 90, ce type de fil ici s'est considérablement épaissi et on a commencé à interconnecter les trois classes de systèmes. Donc commande de vol, système avion, donc là c'est la propulsion, c'est le moteur, et puis toute la partie gestion de mission ici qui n'a fait que croître et embellir. Ici on voit que c'est déjà beaucoup plus gros. Et puis dans les années 2000, on a encore, donc non seulement, en fait, on est allé dans une politique de mutualisation de ressources. Déjà ici, on commençait à mutualiser les capteurs. C'est-à-dire qu'un capteur, par exemple, inertiel, partout où on pouvait utiliser accélération, vitesse, toutes les fonctions étaient clientes des paramètres produits par la centrale à inertie. Donc cette mutualisation des ressources, on n'a fait que l'accentuer avec l'avionique modulaire. Donc ça, c'est un calculateur modulaire, avec un rack, un bus fond de panier, et puis des modules qu'on essaie de banaliser et standardiser le plus possible pour pouvoir avoir plusieurs types de fournisseurs et pour pouvoir en fait augmenter la disponibilité de l'avion en gros, au lieu de changer des grosses boîtes noires, on se met à changer des cartes. C'est ça l'idée. Et on a poussé au maximum la notion de partage de ressources et de mutualisation et de multiplexage. Donc, tout à l'heure, Gérard a mentionné les 4 boutons de la montre qui sont multiplexés en différentes fonctions. Dans un avion, c'est ça à une certaine puissance. Alors, c'est ce que représente ici ce petit diagramme-là, qui maintenant, dans toutes les avioniques modulaires, donc on a avionique modulaire sur Mirage 2000-9, sur Rafale, avionique modulaire sur les avions Falcon également, sur Airbus, ce qu'on appelle l'IMA, est maintenant standard, et standardisé. Alors, ça représente en fait chaque fonction. J'ai un certain nombre de fonctions qui, avant, quand j'étais dans ce monde-là, enfin surtout dans ce monde-là, mais même dans celui-là, avaient ses propres ressources. Elle avait ses capteurs, elle avait ses actionneurs, et puis on faisait quelques petits échanges, mais bon. Et là, maintenant, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on a on a des pools de ressources, on a un certain nombre de fonctions, et à tout moment, on alloue les ressources disponibles qui assurent à la fonction la performance optimale.
Et au fur et à mesure qu'on perd des ressources, soit parce qu'elles sont prises par d'autres fonctions qui s'exécutent simultanément, soit parce qu'il y a des pannes qui font qu'on en perd, eh bien on reconfigure pour assurer le meilleur niveau de performance compte tenu des ressources disponibles à un instant donné. Alors c'est ce que représente cette espèce de logique rouge, là, et je vais utiliser la couleur rouge pour ce qui est logique de contrôle, moniteur d'activation, ce qui décide du quand on fait travailler une ressource pour une fonction, ce qui décide du quand une fonction est active et va rendre un certain service à l'utilisateur qui est principalement le pilote. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a ces pools de ressources, ces pools d'effecteurs, et puis des logiques qui deviennent très compliquées, qui à tout moment, en fonction des fonctions qui s'activent, allouent les ressources, le meilleur sous-ensemble de ressources pour la fonction. Et donc, du coup, au cours du temps, la partie réactive n'a fait que croître. On estime qu'aujourd'hui, ça représente de l'ordre de 40% du volume de lignes de code. Alors, c'est une estimation grossière, ça va dépendre, mais enfin, ça donne l'idée. C'est moins de la moitié, malgré tout, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'algorithmes, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du ressort des systèmes réactifs au sens où ça a été présenté tout à l'heure, mais c'est de l'ordre de 80% des bugs qu'on trouve. Donc ça a beau être minoritaire dans le code, c'est là-dessus qu'on a commencé à buter dans les années 85, je dirais, moi je suis rentré chez Dassault Aviation sur ce problème-là en fait. Comment faire en sorte qu'on spécifie les systèmes et qu'on vérifie le plus tôt possible la spécification pour avoir moins de problèmes à l'intégration sur ces logiques, enfin, dans l'ensemble, mais en particulier sur ces logiques. Et c'est ça qui nous a amené donc, en 89, à aller à Sophia Antipolis, voir l'équipe de Gérard Berry pour trouver un outil adapté à la modélisation des événements, à la spécification, à la génération de code et la vérification d'automates. Voilà. Alors, donc c'est le multiplexage de ressources et la fusion de capteurs qui a fait croître cet aspect-là, qui intrinsèquement est de toute façon difficile. Voilà, alors dans cet exposé, je voudrais en fait faire sentir, alors je vais aller vite parce que les exemples type Abro étaient très illustratifs, mais c'est toujours intéressant de comprendre d'où on vient. Et donc je vais donner un petit aperçu de comment on travaillait chez Dassault pour le développement de ces logiques d'activation avec un outil qu'on a développé en interne et qui est toujours en activité à titre de maintenance. Je voudrais faire sentir pourquoi il a fallu changer de mode de spécification programmation. Après, je vais donner une vision utilisateur. Je vais reprendre donc un certain nombre de choses, factoriser, écrire les choses une seule fois. Alors, j'ai employé le mot orthogonalisé parce que c'est le mot qu'employait David Harel dans son papier de 85, là, qui a été mentionné tout à l'heure. Parce que parallélisme, voilà, donc on a bien compris, parallélisme logique, puis on va générer de la séquentialité. Donc je voudrais aborder ça. Le point clé, ça a été l'abstraction du séquencement, synthétiser le séquencement et comprendre, vu de l'utilisateur, donc avec un point de vue un peu qui n'est pas celui de la sémantique et de l'écriture du compilateur, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur, causalité et confluence? Pourquoi ça a du sens, ces propriétés, on va dire, ces propriétés académiques, George Rosser, pour un industriel. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, donc là on va montrer un tout petit exemple, et je vais donner un aperçu d'un vrai logiciel, d'un vrai petit logiciel, mais d'un vrai logiciel, et puis j'ouvrirai sur les apports de Sketsi, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, sans trop déflorer le séminaire de la semaine prochaine, mais vous faire sentir pourquoi c'est un outil très important. Voilà, alors dans les années 80, on s'est préparé, en 80-85, on a eu un Mirage 2000 à commande de vol numérique pour explorer un peu le terrain, mais c'est le Rafale qui a été le premier avion de combat d'assaut à avoir des commandes de vol numériques. C'est bien plus tard qu'on en a mis dans les Falcon.
Et donc, on a conçu un outil en interne qui était une forme de préfiguration des langages synchrones, parce que, enfin, en tout cas, à travers le fait que c'était un langage à assignation unique. Donc, c'était un langage, on va dire, type organigramme, hein, c'est ce qu'on voit là, donc float control, complètement, où on définit le séquencement complètement. Mais les variables qu'on manipule, on doit avoir le droit de les écrire qu'une seule fois dans le cycle, et il y a un analyseur qui vérifie qu'elles ne sont jamais lues avant d'être écrites et qu'on ne les écrit qu'une seule fois, par branche. Voilà. Et en fait, c'est récursif, donc ça, c'est en fait des sous-programmes ou des sous-organigrammes, donc ça se déplie dans un autre organigramme. Et tout ça a très bien fonctionné, Rafale A, Rafale standard F1, Rafale standard F2. Et puis dans les années 98 à peu près, il a fallu passer au standard F3, et donc on complexifie. Donc un standard, c'est un incrément de développement du système, enfin de l'ensemble des systèmes. Et en particulier sur des aspects mode de guidage, il a fallu enrichir, donc avoir plus de modes et avoir plus d'états par mode. Et là, ce type de spécification formelle, à partir duquel on génère toujours d'ailleurs, du code, a commencé à poser des problèmes de maintenabilité. Ce qu'a dit Gérard précédemment, j'y souscris totalement, c'est-à-dire qu'il se pose à un moment un problème de maintenabilité, d'instabilité. En fait, on rentre dans un développement chaotique. Là, la chance qu'on a eue, enfin, ce n'est pas de la chance, puisqu'il y a des campagnes de validation qui servent justement à attraper ces problèmes-là, mais il y a eu une modification comme ça, quelque part, dans une des branches. Alors, bon, ce qui m'a été dit, moi, je suis recherche et développement prospective, hein, mais les équipes métiers avec qui j'ai préparé cet exposé m'ont expliqué qu'en gros, on a à peu près 10 niveaux de structure. Hein. Et alors, enfin, sur l'ensemble de l'application, hein, je ne parle pas simplement de la logique que j'évoque là. Et on a des équations booléennes qui commencent à prendre un volume, et les gens ont commencé à sentir que quand on commençait à faire une petite modification locale, déjà, il fallait bien réfléchir au nombre de branches dans lesquelles il fallait faire le même genre de modification. Donc, c'est les aspects coupés-collés qui ont été évoqués tout à l'heure. Et puis, on n'a pas tout à fait le produit des automates, hein, mais on a quand même un nombre de branches qui est explosif en nombre. Donc voilà, ils ont senti que... Donc ça faisait déjà 9 ans qu'on travaillait sur l'évaluation du compilateur STRL, qu'on commençait à avoir donc, avec les STRL V5, les BDD, un passage à l'échelle suffisant pour ce genre d'application. Alors je vais vous citer un peu le genre de choses. Au départ, donc en standard F2, il y avait 4 modes, 2 états par mode, donc on était dans la classe automate à 150 états, disons. Et on passait ensuite à 6 modes sur les 2 axes, avec 4 états et non plus 2 par mode. Et là, on passait à 17 millions d'états. Et en fait, les gens ont senti, ils ne l'ont pas dénombré comme ça, parce que c'est quand on fait du model checking qu'on commence à réfléchir en termes d'espace d'état accessible de produits d'automates. Mais ils ont senti la fragilité du processus de développement. Il faut bien comprendre que changer d'outil dans un processus d'outil, c'est extrêmement cher. Il faut migrer des applications, il faut former des gens, il faut acheter des licences de logiciels, voilà. Donc on prend ce genre de décision dos au mur, on ne le prend pas pour voir un nouvel outil à la mode. C'est des choix qui sont très lourds. Voilà. Donc Alors, je ne sais pas si ça a vraiment... Bon, je vais passer rapidement, puisqu'on a vu tout un tas de petits exemples. Je ne savais pas trop, STRL V5, quel serait le contenu sur STRL V5. Donc, j'avais préparé un petit exemple sur un on-off avec exclusion mutuelle. Bon, donc, un petit produit d'automate tout simple. Et pour juste montrer un peu la difficulté de... Donc voilà, hein, on a 2 flip-flops, on a 2 modes M1 et M2. Quand on appuie sur un bouton, le fait que le mode est actif, le bouton devient rouge. Ils sont indépendants en fait, parce que c'est 2 fonctions qui n'ont rien à voir, sauf que, néanmoins, elles ont une ressource commune et elles sont en exclusion mutuelle. D'accord ? Et quand on est par exemple en M2 actif, on la quitte. Mais en fait, quand M2 est actif, si on appuie sur M1, ça fait flip-flop, ça
on bascule la sélection. Donc l'outil que j'ai montré tout à l'heure, ce genre de petit automate, on a envie, en fait, c'est très simple à coder en organigramme, il n'y a pas de difficulté. Simplement, pour que ce genre de choses soit maintenable quand on va non plus en avoir 2, mais en avoir 16, il faudrait que ça soit un minimum compositionnel, il faudrait que... Voilà. Et alors, ça ne l'est pas du tout, en fait. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir, mais on aimerait, par exemple, le pattern qu'on a vu tout à l'heure, pouvoir se dire, bon, là, en rose, j'ai la gestion du mode 1, il y a une petite exclusion mutuelle entre les deux, donc il va y avoir effectivement une variable partagée entre ces... Mais j'aimerais soit mettre M1 puis M2, soit M2 puis M1. Bon. Et en fait, ça marche pas. On est obligé d'entrelacer. Quand on va concevoir ces organigrammes, on va être obligé d'entrelacer beaucoup plus finement que d'entrelacer par bloc avec une forme de modularité dans les organigrammes. Et donc ça, c'est juste pour évoquer un peu la situation dans laquelle on se retrouve, déjà avec 2, mais avec 16, avec 12, voilà. Donc, alors on y est arrivé pendant un certain temps, et jusqu'au moment où on a senti qu'il fallait passer à autre chose. Alors, autre chose, eh bien, c'est ce qu'on a vu précédemment, donc ça a été STRL. Alors, STRL, donc en syntaxe textuelle, donc là, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été présenté. Donc, mon petit exemple, là, mes 2 boutons, donc ils sont tous les deux sur off dans l'état initial, mode 1, mode 2, et bien en STRL, c'est mes wait qui viennent rouges, mon alt, mon attente, elle est là. Donc on voit la différence entre syntaxe graphique, syntaxe textuelle. On a commencé par travailler en syntaxe textuelle, et puis c'est vrai que la syntaxe state chart, sync chart, elle est quand même les gens préfèrent très clairement raisonner en état, alors qu'STRL, on va le voir, raisonne plus en action, en événement, et on saute quand on a l'événement E1. Quand j'appuie sur M1, bon, je vais recevoir, je vais appuyer sur M1, donc je vais recevoir l'événement E1, donc je vais franchir cette transition-là, je vais émettre un petit signal local qui sert à la communication entre les 2 branches, parce que comme j'ai une exclusion mutuelle, si jamais j'étais en on ici, si j'active ici, il va falloir que je sorte. Donc voilà. Les gens préfèrent travailler en état, et quand ils travaillaient en organigramme, ils raisonnaient, c'était les états, les cascades de if, elles étaient sur les états, elles n'étaient pas sur les événements. C'est principalement l'état qui structure. Voilà, donc là je passe en on, et puis si j'appuie une deuxième fois, je vais acquitter et revenir en off. J'ai fait ma petite boule. Je passe, juste pour dire, alors ce que je voudrais expliquer, c'est que ça a l'air de rien. J'avais les organigrammes, j'ai bien compris que je ne peux pas les composer sans les entrelacer et que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de branches. Le fait de poser des choses vraiment... Alors, elles ne sont pas indépendantes, parce que ici, j'ai un petit signal d'interaction qui les couple. Par exemple, je ne vais pas avoir le vrai produit d'automate comme espace d'état accessible. Je vais avoir tout moins le double on. Mais c'est essentiel. La différence, elle est... Le bras de levier, il est exponentiel. C'est-à-dire que là, on met les choses à plat, donc c'est comme Smalltalk, on met les choses, ce n'est pas des objets, mais c'est des programmes réactifs qui dialoguent entre eux, comme ça a été expliqué. Mais ça fait un monde quand on veut passer d'un automate à 150 états à un automate à 15 millions d'états, voilà, et même beaucoup plus. Donc la clé, c'est de passer de l'ordre total à l'ordre partiel. Les branches, chaque branche, c'est un ordre total. Donc, et puis même l'ensemble, parce qu'en fait, après, c'est que des switches entre les branches. Donc le fait de séquentialiser uniquement là où on a envie de le dire, et pour le reste de dire je veux un synthétiseur qui va synthétiser la séquentialité, ça fait une grande différence. Alors la causalité, c'est vrai que la causalité, ça a été... donc on a commencé un tout petit peu avec STRL V2, puis STRL V3, puis V5, enfin V4, donc la compilation circuit, puis V5, et c'est au moment de V5, alors qualifié d'universitaire, mais n'empêche que ça a été le premier compilateur STRL qu'on a utilisé industriellement. Ça a été
quelque chose de difficile. Alors j'ai pris un exemple sur les relations, ça avait été évoqué dans la conférence inaugurale, parce que la prise en compte des relations dans le calcul des potentiels, donc tout à l'heure on a commencé à voir la logique constructive qui résonne dans le futur pour savoir si on peut décider que quelque chose est absent. Donc là, on va voir ce que ça implique. Donc ce petit programme est un programme issu d'un vrai programme. Donc j'ai gardé on aurait pu évidemment le rendre plus minimal avec M1, M2 aussi, mais je l'ai gardé tel que il a servi à un moment pour discuter sur la causalité. Donc j'ai 2 entrées simplement, top horloge, et puis un signal, un indicateur on. Voilà, il y a un mode quelque part qui est lié à un indicateur, et puis il faut savoir s'il est sur on ou off. J'ai 2 signaux locaux, donc j'ai essentiellement que 2 branches en parallèle, qui vont communiquer par ces signaux fin et réarmement. Là, j'attends le top d'horloge, et puis si je l'ai, j'émets ce signal local fin, qui va servir ici à arrêter ça. Ici, à chaque fois qu'on a ce signal indicateur on, eh bien, on émet réarmement. Donc là, il faut imaginer ces deux en fait, il faut imaginer que ces signaux locaux, c'est de la communication qui se passe entre 2 grosses parties de programme qui sont assez loin les unes des autres. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire assez loin des unes des autres. On verra sur ça. Donc c'est ça qu'il faut imaginer. Évidemment, on n'écrit jamais ce genre de petites choses. On se trompe. On ne tombe jamais sur des cycles de causalité dès qu'on a un peu d'expérience sur un A4. On tombe sur des cycles de causalité entre 2 A4 qui sont séparés de 30 ou 40 A4. Voilà. Donc voilà, on attend topologue, on émet fin. Ici, on a quelque chose qui nous dit à chaque indicateur, on émet réarmement. Et tu fais ça jusqu'à avoir eu ce signal fin. Et quand tu auras eu ce signal fin, tu tues ce truc-là et c'est fini. Donc ce programme, il n'est pas dans une boucle. Quand les 2 branches du parallèle vont avoir terminé, quand on aura déclenché réarmement et déclenché fin, tout sera fini. Bien, alors on va regarder ce qui se passe quand top horloge seul arrive. Et puis après, on va regarder ce qui se passe quand top horloge arrive simultanément avec indicateur on. Alors cette simultanéité, en fait, on l'a interdite ici. Voilà, on a déclaré ce qu'on appelle une relation. Tout à l'heure, Gérard a parlé de l'implication. Là, c'est l'exclusion. Je ne veux pas concevoir une application dans laquelle je prends les simultanéités. Là, ici, je n'ai que 2 signaux, donc c'est la simultanéité de 2 signaux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la réalité, on a au minimum une centaine, voire quelques centaines de signaux sur un grain d'application, donc sur une application de logique d'activation. Et c'est déjà bien compliqué de la mettre au point quand on prend les événements séparément. D'accord ? Si on prend les simultanéités, c'est en 2 puissance n. Donc de base, et puis après il y a la compilation et l'optimisation, il y a tout un tas de raisons qui font que quand on avait des automates explicites en particulier, c'était juste indispensable. Voilà, donc je fais le petit raisonnement. Donc j'ai top horloge qui arrive dans mon programme, donc il devient présent. Donc je le mets en rouge, c'est chaud. Donc j'étais sur. Alors voilà, j'ai le contrôle ici. Donc en termes d'état, il y a des halts qui sont cachés là. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là, mais là au moins il y a un halt. On a vu tout à l'heure que c'était assez compliqué, un await. Voilà, donc. Maintenant, j'ai écrit que quand tu as reçu l'événement top horloge, tu émets fin. Oui, mais attention, on est sous le contrôle de ce chien de garde, d'accord, qui est une préemption forte. Donc là, je suis inhibé en début d'instant, je ne pourrais pas émettre fin. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que je peux franchir ça ? Je ne peux franchir ça que si je suis sûr que réarmement n'est pas émis, puisque j'ai demandé à interrompre fortement, donc dès le début de l'instant. OK, donc il faut que je détermine le statut de ce abort when, donc de réarmement. Alors, je me pose la question, c'est très simple, qui émet réarmement ? Donc là, je commence à raisonner dans le futur, calcul des potentiels. Là, il y a un émite de réarmement, très bien.
Donc il faut que je sache si ce truc-là, ça peut se déclencher. OK? Alors, donc il faut que je regarde si je peux avoir, si every indicator on peut s'activer. Donc je me pose la question sur indicator on. Indicator on, c'est très simple parce que c'est une entrée. D'accord? Donc c'est l'environnement extérieur qui détermine le statut, ce n'est pas le programme. Donc de deux choses l'une, ou bien je l'ai dans l'événement, ou bien je ne l'ai pas. Là, j'ai dit que j'avais un événement avec juste stop horloge, donc je ne l'ai pas. Donc il reste froid, d'accord? Il est absent. Il est absent, donc ici, ça ne se déclenche pas. Donc je n'aurai jamais réarmement. Donc si je n'ai jamais réarmement dans tout l'instant que je suis en train de calculer, ce Borthwen ne peut pas se déclencher. Donc s'il ne peut pas se déclencher, je suis autorisé à franchir ce truc. Donc ça va se franchir. Et voilà, donc on sait qu'indicateur on est absent. On sait que le borne est inactif. Donc j'ai l'autorisation de franchir ceci. Je le franchis, je l'émets et c'est fini. Bon, et puis en fait, état final, de toute façon, c'est... ah oui, non, pardon, je suis passé sur l'autre planche, état final, on devrait voir la branche ici qui a disparu. Hein. Donc là, je suis sur déjà la planche comment dire, de l'événement simultané. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que normalement, moi, je n'ai pas fait la dernière, mais cette branche-là, elle est morte puisqu'on a fini cette ligne-là, et donc tout ça disparaît. Bien, alors maintenant le même, mais avec la simultanéité. Alors la simultanéité, tout à l'heure j'ai dit qu'on voulait toujours s'en débarrasser, mais ce n'est pas vrai. Et il y a des cas où elle arrive très naturellement, parce que vous avez des centaines d'entrées sur une application, vous avez certaines fréquences de scrutation, et il y a des moments où il y a plein de bits à 1 simultanément. Donc la simultanéité, on l'a. Il y a des moments où on veut l'exclure, et il y a des moments où on ne veut pas l'exclure. Bon. Donc c'est une vraie question. Donc je refais exactement, donc je vais aller plus vite, je refais donc là la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a les deux signaux qui sont chauds, donc ici en fait on a deux questions au lieu d'une. Ai-je le droit de franchir voilà. Parce que en fait le up-to c'est aussi un abort, c'est une variante, mais c'est tout autant préemptif. Voilà, alors je me pose la question, qui peut émettre ce réarmement parce que je ne pourrais faire ça que si je suis sûr qu'il n'est pas émis, si je suis sûr qu'il est absent dans tout le futur de l'instant, et même chose pour fin. Voilà, alors je regarde qui les émet, puisque j'ai besoin de déterminer le statut de ce chien de garde, le statut de ce chien de garde. Donc je vois que c'est lui. Et puis là, je vois que c'est lui. Bon, très bien. Sauf que, voilà, là, on va être dans les ennuis. Parce que, en gros, pour savoir si j'ai réarmement, il faut savoir si je peux déclencher ça. Pour savoir si je peux déclencher ça, il faut que je sache si ce truc-là est bien absent. Il est bien absent si cette chose-là n'est jamais émise. Cette chose n'est jamais émise si en fait j'ai déterminé le statut sur ce signal réarmement. Et pour savoir si réarmement est 1, et là, et là, et là, et là, je suis en train de suivre exactement un cycle. C'est-à-dire que j'ai une dépendance, je me pose une question, il faut que je sache ça, et je reviens sur la question que je me suis posée. Et donc je ne peux pas décider. Donc c'est exactement la situation. Alors là, on est dans une donc vu tout à l'heure, Gérard a présenté la causalité sous un peu, sur le mode cohérence de mon équation. Est-ce qu'il y a une, zéro, plusieurs solutions? Là, on a une vision plus opérationnelle où on part de l'événement d'entrée, on suit le flot de contrôle et on cherche à comprendre si on peut avancer dans l'instant en respectant la sémantique. Et il y a des moments où, en fait, la sémantique nous dit qu'on ne peut avancer que si on sait un certain nombre de choses. Et on se rend compte que, pour savoir si on peut avancer, en fait, la dépendance des questions qu'on se pose contient un cycle. Et donc, du coup, on ne peut pas répondre à la question. Ça, c'est la vision qu'ont les gens qui résolvent des cycles de causalité. Alors, pour faire un peu la jonction entre sémantique, vision un peu satisfaisabilité de système d'équations et la vision plus opérationnelle, sémantique opérationnelle à la Plotkin,
ou debugger dans le debugger symbolique tel qu'on l'a dans les outils industriels. La question, en fait, c'est j'ai un cycle de causalité quand il n'y a pas de séquencement possible. Quand, en fait, j'ai une dépendance circulaire, ça veut dire que je ne pourrais pas statiquement, en fait, organiser les choses avec lecture et écriture des signaux réarmement et fin dans un certain ordre commun à tous les instants. Voilà. Donc, la causalité, pour l'utilisateur, ça a à voir avec... ça a à voir avec deux choses. En fait, ici, on ne peut pas synthétiser d'ordre, mais il y a une erreur de spec. Il y a une erreur de spec parce que, en fait, quand les deux événements... Alors, il y a une erreur de spec si j'ai enlevé cette ligne-là. D'accord ? Si j'ai enlevé cette ligne-là, la faute est à l'utilisateur. Parce qu'il a écrit, en fait, quelque chose qui marche bien quand j'ai soit l'un, soit l'autre, mais quand j'ai les deux, ça s'auto-bloque. Voilà, j'ai une interaction que je n'avais pas anticipée parce que c'est à deux bouts de mon programme, et ça s'auto-bloque. Donc c'est normal que le compilateur refuse. Et c'est même une vertu du compilateur pour l'utilisateur. Par contre, si je dis, oui, mais j'ai tellement d'événements, j'ai un 2 puissance n d'événements, donc moi je voudrais ramener à n, mais pas à 2 puissance n, parce que je ne peux pas 2 puissance n. Ça voudrait dire quoi? Alors, typiquement, dans les logiques d'activation de mode et de ressources, ça voudrait dire que dans chaque état accessible de mon système, je dois spécifier un comportement qui est cohérent, qui a du sens, qui est constructif, qui va pouvoir se synthétiser, dans le cas où le pilote appuie sur toutes les commandes simultanément et tous les événements de panne surviennent dans cette avalanche de... Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si on impose que la causalité ne prenne pas en compte les relations, ça veut dire qu'il faut que je sois capable, moi, d'écrire des logiques réactives qui ont du sens même dans ces avalanches-là simultanées d'événements. Et ça, les Italiens ont dit non, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que, effectivement, ce genre de programme, on l'a exhibé pour montrer qu'il y a des programmes qui sont causalement corrects quand on prend en compte les relations et qui ne le sont plus quand on les enlève. Alors, voilà pour ce que je dirais du point de vue utilisateur causalité. Je devrais dire un mot sur la confluence. À quoi ça sert pour un industriel de choisir un langage pour lequel il y a une sémantique et des preuves de confluence de la sémantique? La façon dont on représente ça, c'est que maintenant vous pouvez spécifier par ordre partiel, je dirais, c'est-à-dire vous écrivez des bouts d'automates qui dialoguent entre eux, donc il y a des transitions, il y a des bouts de séquencement, il y a des signaux locaux qui s'échangent, donc il y a des interactions. Donc les couleurs représentent, je dirais, des localités de traitement, et puis ces petits bouts d'automates, ils dialoguent entre eux, donc à chaque fois j'ai des flèches de communication entre des couleurs différentes. D'accord ? Puis tout ça, ça flotte. Alors, ce n'était pas dans le cloud, mais dans un nuage qui est la représentation mentale que j'ai de tous ces automates qui dialoguent entre eux pour mon application séquentielle que je vais faire synthétiser. Alors, très bien. Quand mon programme est causalement correct, il existe au moins un ordre statique de séquentialisation de tout ça. Donc, on va mettre tout ça dans un certain ordre. Question, quand il en existe plusieurs, si on en choisit un autre, est-ce qu'on obtient le même comportement? Alors, il y a des gens qui se posent cette question-là, et puis il y a des gens qui ne se la posent pas. Alors, les gens qui ne se la posent pas, ça peut donner des outils et d'ailleurs ça en a donné, des outils où vous écrivez un programme graphiquement, et puis un jour il y a quelqu'un qui dit « Tiens, mais ce truc-là, je le mettrais plutôt là, ce serait plus visuel à lire », donc il ne change rien. Il ne change aucune instruction dans le modèle, aucune connexion, rien du tout. Il déplace juste parce que c'est plus joli. On régénère le code, on obtient un comportement différent. Donc là, pourquoi ? Parce que du coup, derrière, le compilateur, le générateur de code, il prend les choses dans un certain node, il séquentialise dans un certain node, et puis le langage n'est pas suffisamment étudié. En fait, cet ordre a une influence sur le séquencement. D'accord ?
Alors, bon, alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas très grave, il suffit de le mettre dans la doc, que le comportement dépend du layout graphique. Et puis, il y a des gens qui disent que c'est inacceptable. Voilà. Donc, nous, on fait plutôt partie de la deuxième catégorie, et on a dit, on cherche un langage tel que c'est très gentil de nous abstraire de la séquentialité totale, mais si vous la synthétisez et qu'il y a plusieurs choix possibles, il faut être sûr que le choix que vous faites n'a pas d'influence. C'est-à-dire qu'en gros, tous les ordres totaux compatibles de l'ordre partiel sont équivalents du point de vue comportemental. Donc ça, c'est des gens, donc les gens qui font du lambda calcul, bien sûr, les gens de la réécriture aussi. Voilà, c'est si j'ai une stratégie dans réécriture, entrelacement, on va revenir en gros, c'est le losange, on va revenir à un objet unique, forme normale. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu représenter. Et donc Georges Gontier, dans sa thèse, il établit que la sémantique d'Esterel, elle a cette bonne propriété. Après, il faut encore que l'outil implémente. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des bugs dans le compilateur. Hein, mais déjà, s'il n'y en a pas dans la sémantique, c'est quand même un bon point de départ. Voilà. Donc, concrètement, alors je mentionne ça parce que c'est du vécu, en fait. Hein. On a, soit en interne, soit dans le commerce, hein, des outils qui ont pignon sur rue, des outils qui n'ont pas traité cette question de la confluence. Donc ça peut faire des choses bizarres. C'est que vous ne touchez pas au langage, vous passez de la version N à la version N plus 1 du compilateur, vous recompilez vos modèles, et puis tout d'un coup, vous découvrez que sur un scénario, ce n'est pas le comportement qu'on avait sur la version N-1. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé une gestion à l'étape de hachage, on a je ne sais pas quoi, un truc qui est purement interne au compilateur, qui est purement dans la stratégie de traitement du modèle pour synthétiser un code, et puis il y a un écart sur le comportement. Donc la causalité, ces règles par exemple qui disent on n'a pas le droit de lire une variable si on va l'écrire dans le futur, ça sert à régler ces questions-là, hein, en plus des thèses. Il faut poser des règles et après s'assurer qu'elles ont les bonnes propriétés. Bon, l'opération graphique, j'en ai parlé, l'ordre lexicographique des identificateurs, alors ça, on a eu ça sur un outil synchrone aussi dans la philosophie. Vous changez un identifiant et puis le comportement change. Hein. Vous avez remplacé Toto par Tutu et le comportement change. C'est quand même un peu embêtant. Alors, maintenant, voilà, c'est un petit peu juste ce que je vais faire sur des petits exemples pour vous dire pourquoi on s'est intéressé au langage synchrone. D'abord Esterel, mais ensuite Lustre, donc flot de données, et ces questions à quoi ça sert, les règles de causalité, l'assignation unique, comment on synthétise le séquencement. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose de plus gros. Hein. Donc, ce que je voudrais faire sortir, c'est pourquoi, tout à l'heure on a vu que quand on a un automate qui grossit, tout de suite on a besoin de changer de formalisme. C'est encore plus vrai si le logiciel lui-même grossit beaucoup, et que 40%, c'est des logiques d'activation. Voilà. Donc, en 1980, en gros, dans un banc d'intégration, alors c'était dans des armoires, mais la spécification du logiciel du Mirage F1, c'était pas loin, c'était de l'ordre de 10 000 pages. Hein, j'ai fait l'estimation. C'était de l'ordre de 10 000 pages, donc disons une moitié de ce genre de pile de documents, au point que vous aviez le système donc, sur un banc d'intégration, hein, c'était le centre d'essai en vol de Bretigny, donc fermé depuis, mais savoir ce que doit faire le système est déjà une question en soi. Hein. La spécification est tellement compliquée, il y a des centaines de pages de spécification de logiciel. Vous appuyez sur un bouton, vous devez en fait dans 15 jours dire le système, on le met dans l'avion et ça vole, et où est la référence? Voilà. Donc les gens avaient un problème de se représenter la spécification du logiciel. Et le besoin s'est fait sentir, on aimerait pouvoir le dessiner, on aimerait pouvoir le voir graphiquement. Alors, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que une première tentative, il y a eu une tentative unique, mais il y a des gens donc, qui se sont attelés à dessiner le logiciel. Donc, voilà, je vais juste en montrer deux sur... donc, j'ai apporté il y en a une vingtaine, hein, à peu près, de plans. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est... Alors, on va le voir tout à l'heure, je vais l'afficher. Je vais afficher, hein. Je vais commenter. Alors,
je vais vous montrer un détail tout à l'heure de celui-là. Donc ce qu'on voit, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, mais c'est plein ça représente des claviers avec des touches, avec des tables dans tous les sens. En fait, c'est des automates partout, hein, avec des traits, et puis il y a du texte. Alors, je vais le mettre un peu là. Enfin, c'est pas très grave parce que vous ne pouvez pas le lire, mais enfin, je veux dire qu'on met du temps à dessiner ça. Hein. Et alors, je ne vous parle pas de la maintenabilité de ce genre de documentation. Voilà, donc là, par exemple, c'était une partie qui est un moniteur d'activation qui pilote, celui qu'on voit là, qui pilote des algorithmes. Donc, les deux que j'ai scannés et puis que j'ai mis, voilà. Donc le rouge, tous ces points rouges là, c'est en fait des configurations, c'est la partie automate, d'accord. Les colonnes en vert, c'est des algorithmes. Chaque colonne, c'est un algorithme. Ils font tous la même chose, mais de façon différente. Ils vont tous acquérir un vecteur avion point désigné par un radar ou par une radiosonde ou par d'autres moyens. En fait, on a plus d'une dizaine de façons différentes pour faire la même chose, sauf qu'à chaque fois, on utilise des ressources de moins en moins performantes, et donc la qualité du vecteur, qui engage une précision par la suite, se dégrade progressivement en fonction de ces modes. D'accord ? Voilà. Donc, en gros, la partie verte, ça se fait plutôt avec donc, du lustre, du SCADE, enfin du flot de données, des algorithmes sur des tableaux, sur des matrices, des changements de repères, de la géométrie, on va dire de la cinématique et de la géométrie. Et puis le rouge, alors là, le rouge, on ne le voit pas, mais je vais vous montrer donc, un bout du rouge. Voilà, ça c'est le premier que j'ai ouvert tout à l'heure. Voilà un quart du premier que j'ai ouvert. En fait, c'est une logique de phase. On a en fait là je n'ai représenté que 3 lignes qui représentent 3 modes en exclusion mutuelle. Donc un mode, ça va être une façon de calculer ce vecteur, donc une façon d'allouer des ressources pour faire la désignation du point au sol et pour calculer ce vecteur. Et là, on est vraiment dans de l'estérel, parce que c'est un pilote qui visuellement voit un château d'eau, un pont, une pile de ponts, et qui va appuyer sur un bouton, et on traite en interruption l'événement, et c'est exactement à cet instant-là qu'il faut prendre la mesure radar, avion, ce point. D'accord ? Et en fait, avant, il faut choisir les capteurs qu'on va utiliser. Là, je parle du radar, mais il y a différentes façons de faire. Donc, on a 3 modes en exclusion mutuelle. Et puis, on a un premier, il y a des phases en fait. Et après, on a des capteurs qui jouent. Donc, tu vois, ces petits carrés, quand ils sont barrés, c'est que le voyant va être clignotant. Quand il est noir, il est éteint. Quand il est blanc, c'est que c'est activé. Donc, c'est représenté par des relais parce que c'est une façon commode de faire des ou, des if, enfin de la logique booléenne. Et puis après, on croise ces deux dépendances-là et on obtient un état d'activation, donc un mode unique. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire donc, que ça c'était donc voilà, le logiciel du Mirage F1 dans les années 80, c'est à peu près donc, une vingtaine de plans à zéro, on va dire donc en gros 20 mètres carrés de logiciel. Alors en général, on parle de volume de logiciel, donc je ne vais pas convertir en mètres cubes, mais on va dire que le logiciel c'est quand même globalement une chaîne de caractères, hein, ou une suite de mots, donc c'est plutôt de dimension 1, donc je prends comme référence cet étalon-là, 1 mètre pour ce contenu de logiciel. Voilà. Alors, Mirage 2000 1987, en gros, à peu près 5 mètres. Et Rafale standard F3, donc au moment où on a fait, cette transition et où on a changé de processus outillé sur la partie réactive commande de vol, c'était un logiciel qui représentait à cette époque-là à peu près 100 mètres. Alors, où on en est aujourd'hui ? Donc vous comprenez bien que si vous avez 40% de 100 mètres de logiciel à faire en automate, les organigrammes du début, alors, en fait, les 100 mètres, c'est en prenant vraiment la partie avionique mission.
il faudrait discuter un peu les différents périmètres de système, mais le message, c'est vraiment celui-là. Après, il y a des questions d'organisation industrielle qui font qu'on utilise un outil dans un processus outillé ou on ne l'utilise pas. Mais tout ça pour dire que la croissance du logiciel, elle est réelle, même si la mesurer, c'est très compliqué, parce que tantôt on parle en nombre de lignes, en espace mémoire, etc. Mais au final, le besoin de dessiner le logiciel, il s'est vraiment fait sentir. Il s'est d'autant plus fait sentir que les logiciels sont devenus gros, et d'autant plus fait sentir également que la partie réactive de ces logiciels n'a fait que grossir dans cette croissance. Et donc aujourd'hui, ce que ça représente, c'était ma petite figure, c'était mon dessin de tout à l'heure. Hein. J'ai mes 3 environnements, cockpit, externe, interne, qui envoient des événements, donc c'est tous ces 0 et 1 en entrée, d'une application séquentielle. Je continue à faire, je suis en train de faire 50 000, 100 000 lignes de C. Hein. Mais faire ces 100 000 lignes de C, c'est vraiment compliqué. Et donc du coup, on peut maintenant dessiner autrement que sur des A0, d'accord ? Donc la maintenabilité, elle est quand même autrement meilleure. Et en plus, je ne fais pas simplement que dessiner pour faire comprendre, pour savoir comment je peux dire si mon système intégré il est bon à mettre dans l'avion ou pas. Je peux en plus le simuler, le tester, lancer un modèle checker, vérifier les automates pour traquer des événements redoutés logiciels du genre j'ai des modes qui doivent être en exclusion mutuelle et qui ne le sont pas. Et je peux générer du code, et même du code qualifié que je peux faire valoir auprès de l'autorité de certification quand ça va dans un Falcon. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille, alors aujourd'hui et depuis, donc la transition, elle s'est faite dans les années 98, où on a choisi vraiment de partir sur STRL, on couplait à MATLAB Simulink, puis ensuite c'est devenu Skate, puis Skate 6. Voilà, donc là, on a des automates hiérarchiques, donc des sync charts, qui représentent des modes de guidage. Voilà. Et là, on voit, par exemple, on factorise, on a une frontière dans laquelle il y a un sous-automate. Ça, c'est un pattern général. Ce que je n'arrivais pas à faire tout à l'heure avec les organigrammes, là, j'arrive à le faire. J'ai un pattern général pour 6 x 6 modes. Voilà. Donc, le gain, il est considérable par rapport à l'outil qu'il y avait dans les années 80. Alors, voilà, ça c'est plutôt, je dirais, un peu l'ouverture pour l'exposé de la semaine prochaine, le séminaire de la semaine prochaine. Où sont les grandes valeurs ajoutées de cette hybridation fine entre le flot de données et le flot de contrôle synchrone, maintenant supporté industriellement par STRL Technologies. Eh bien, la composition hiérarchique, donc ça, je dirais, on l'avait déjà, ce n'est pas encore là que ça se différencie vraiment, mais enfin, ce serait dommage de ne pas le rappeler. Voilà, la hiérarchie d'état et le parallélisme logique d'état, ou l'orthogonalisation, si on ne veut pas créer de confusion entre parallélisme, est-ce que c'est parallélisme à l'exécution, est-ce que c'est parallélisme d'expression. Donc quand on dit orthogonalisation d'état, au moins on voit bien que ce n'est pas des threads, c'est pas... voilà, donc chose très importante, la hiérarchie avec la préemption ici. Et là, je n'écris qu'une seule fois cette transition. Avant, on l'a vu tout à l'heure sur Abro, donc je le redis juste pour appuyer ce qui a été dit. Effectivement, ça fait une différence considérable de l'écrire là, une seule fois, pour tout ce qui va se passer, parce qu'en fait, là, ça va vivre. Je ne vais pas arrêter de transiter entre ces choses-là, mais j'écris qu'une seule fois que s'il se passe cette petite chose qui est écrite en bleu, boum, on sort. Bon, et alors, entre mettre le réactif d'un côté et puis les algos de l'autre avec des échanges de booléens d'activation, ou pouvoir en fait mettre les flots de données directement dans les boîtes ici ou directement à côté et s'échanger de l'information, la différence elle est considérable aussi. Donc le saut qui a été fait, je dirais, autour des années 2005, déjà on allait beaucoup mieux de 2000 à 2005 en ayant STRL d'un côté et puis MATLAB Simulink de l'autre. On avait mis de côté les outils qui dépendent du graphique, qui dépendent d'un certain nombre de choses. Et puis, maintenant qu'en fait, on n'a plus besoin de générer du code à côté, où on peut tout faire avec le même outil, c'est vraiment très bien.
Donc la synchronicité, c'est quoi? Vu de l'utilisateur, c'est calculer des chaînes causales maximales dans l'instant. Hein. Tout ce qu'on peut faire, on le fait jusqu'à ce que ça bloque sur tous les awaits. Et alors, la grosse chose, c'est de factoriser un peu ces exponentiels. Hein. Au lieu de se payer les exponentiels, c'est se payer les facteurs de l'exponentiel. Donc c'est la localité du raisonnement, ou la régionalisation du raisonnement, parce que le mot a été employé par des utilisateurs, je trouve ça pas mal, parce que l'idée c'est qu'on pense local, il faut continuer à avoir une vision globale, mais une vision globale beaucoup moins importante qu'on avait avant. Et puis on laisse le travail, l'analyse globale au compilateur. Alors évidemment, dans certains cas, il a du mal, et dans certains cas, bon. Voilà, donc pour conclure, les langages synchrones, donc STRL, on a démarré en 89, donc ça a été une longue et belle histoire, voilà, avec beaucoup d'efforts pour les gens qui développent les compilateurs, effectivement, parce qu'il a fallu beaucoup travailler. Le premier avion qui a volé avec de l'STRL généré, donc c'est en 2003, donc c'est du Rafale, standard F3, dans une partie des commandes de vol. Décision prise en 98, premier vol en 2003, hein, c'est déjà pour donner un peu une idée. Ensuite, on est passé à... Alors, ceci est le Falcon 7X, donc le premier avion d'affaires au monde avec des commandes de vol numériques. Donc, les commandes de vol numériques, Airbus l'a fait bien avant nous sur la 320, mais en avion d'affaires, on a été les premiers. On a réutilisé l'expérience Rafale pour mettre des commandes de vol numériques dans le 7X. Et donc, du coup, là, il faut la génération de code qualifié, donc STRL forbidden parce que le générateur n'était pas qualifié. Donc, on n'a pas du tout utilisé STRL, on a utilisé SCADE, qui n'était pas encore SCADE 6 à l'époque, qui était SCADE 3, 5, mais je dirais produit STRL Technologies. Et alors, en fait, pas pour faire autre chose, en volume, pas très différent. Hein, mais par contre, en termes d'orientation stratégique, très important, parce que là, on passe en certification. Et puis, je dirais l'aboutissement, enfin en tout cas pour aujourd'hui, c'est Neuron, hein, donc ce démonstrateur du CAV développé de maîtrise d'œuvre d'association en partenariat européen, où là, on a fait non seulement les commandes de vol en SCADE 6, donc avec à la fois du flot de contrôle et du flot de données, mais aussi toute la gestion des systèmes avions que j'ai listés tout à l'heure, freinage, dirigeabilité, hydraulique, génération électrique, etc. Donc là, on a changé d'ordre de grandeur en taille. On a juste fait x20 sur le volume de code développé avec SCADE 6. Et en plus, là, c'était avec ce que je viens de montrer précédemment. Et c'est vraiment une étape importante, à la fois en volume et qualitativement aussi en termes de... Alors, la vérification... Ici, l'automate a été prouvé. Donc, c'est un automate d'à peu près 17 millions d'états. Ici, en fait, à chaque fois, les gens s'assurent qu'on sait calculer l'espace d'état accessible et vérifient quelques événements. Donc, la vérification est utilisée. Il n'y a pas de campagne intensive de vérification qui sont faites véritablement. La simulation, elle est en complément. Mais on s'assure toujours qu'on est capable de le faire et que sur un certain nombre d'événements clés, parce que faire de la vérification, lister tous les observateurs, même avec un modèle checker qui est quand même un outil beaucoup plus simple que la démonstration de théorème ou l'interprétation abstraite, ça reste un travail à faire en plus de la simulation. Bon, comme il faut déjà en faire beaucoup pour une DO 178, etc., alors pas là, parce que là on n'est pas enfin, on va dire on était en DO 178C, enfin C et level, enfin non pardon, pas révision C de la DO 178, mais level C, donc niveau de criticité, on va dire intermédiaire, sur ce code. Voilà. Mais de toute façon, les gens s'assurent toujours qu'en gros, même si on a beaucoup gagné en confiance grâce au pouvoir d'expression, on ne perd pas la main sur l'espace d'état accessible. On a toujours la possibilité de vérifier. Et quand l'espace d'état accessible explose, c'est-à-dire que le modèle checker de Prover Technology ne passe plus, on revoit le design pour rester dans du vérifiable. Voilà. Alors, je vais conclure.
Donc on a vu que les systèmes intégrés et leur évolution au cours du temps, ben, c'est des bombes à retardement parce que quand on ajoute de nouvelles fonctions, de nouveaux capteurs, en fait on multiplie les espaces, les combinatoires à vérifier. Donc tout à l'heure il y a eu un boom qui a été mis sur les transparents, mais effectivement c'est bien de cet ordre-là. Et donc si on multiplie, ben, il faut factoriser. C'est la seule façon de s'en sortir. Et factoriser, bon, on a vu comment ça se fait. Ça se fait en s'abstrayant de la séquentialité et en faisant des petites conversations entre automates. La causalité et la confluence sont deux choses absolument essentielles. Ce n'est pas simplement pour faire beau quand on collabore avec des académiques. D'accord ? C'est crucial de bien comprendre à quelles conditions il existe un séquencement statique. Et puis, à quelles conditions on peut être sûr que les choix que va faire le compilateur, et le choix que fait le compilateur, il les fait dans le dos de l'utilisateur. L'utilisateur n'a aucune... J'aurais pu parler de déterminisme outil, mais le déterminisme outil, déjà déterminisme en programmation, c'est assez compliqué à bien cerner. Alors, si on parle de déterminisme outil, c'est bon, mais c'est ça qui est en jeu. Et Skate 6, eh bien, c'est l'aboutissement de 20 ans de recherche et de 10 ans d'industrialisation. Et j'ai eu le plaisir, en interagissant avec les gens qui m'ont aidé à préparer cet exposé, de sentir à quel point ils étaient heureux avec Skate 6, à quel point ils avaient enfin l'outil qui leur permettait de travailler dans les conditions qui sont en rapport avec la complexité de ce qu'ils conçoivent et en rapport avec les contraintes économiques qu'ils ont pour sortir ces logiciels-là. Au point qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait sur Neuron, on sait qu'on n'aurait pas pu le faire dans ces délais-là sans Skate 6. C'est absolument certain. Voilà.